Alors, dans la foulée des travaux qui ont été menés dans la commission conjointe, nous avons été invités effectivement à visionner il y a 2 semaines le documentaire Tout va s'arranger ou pas, réalisé par Pierre Schoenbrod, et nous avons pu échanger à la suite de ce visionnage avec 3 jeunes protagonistes du documentaire, ainsi qu'avec le professeur Luminet de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain. Alors, le collectif a lui aussi rédigé une série de recommandations qui nous ont été relayées suite à la projection. Et je voulais faire le suivi de 2 d'entre elles plus particulièrement, puisque c'est celles qui touchent au milieu scolaire. Commençons par la première. La première concerne la nécessité d'indicateurs. On sait que dans les milieux de soins, les jeunes sont très présents, qu'il y a de nombreuses listes d'attente. Mais donc, quels sont les indicateurs que le milieu scolaire peut fournir pour avoir un monitoring efficace? C'est pour ça que j'avais quelques questions sur les indicateurs potentiels. Et donc, quelles sont les données actuellement disponibles et qui sont relatives aux symptômes d'une détresse chez les jeunes? Plus précisément, quelles données sont disponibles concernant des absences de longue durée? On sait que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui existe, puisque absence de longue durée peut évidemment être symptôme de décrochage scolaire, fuite des élèves libres et des phobies scolaires notamment. Dans le cadre de la veille scientifique, l'Observatoire du climat scolaire que vous avez mis en place ne pourrait-il pas se pencher sur cette problématique et étudier les données qu'il serait pertinent de collecter pour avoir une vue précise sur la santé mentale des jeunes? Ça, c'est concernant les indicateurs. Alors, les constats sur la santé mentale des jeunes sont très interpellants. Mais ce qui est évidemment assez cinglant pour notre commission, c'est le témoignage qu'ils font relativement à l'école. Pour le collectif constitué autour du documentaire, je vais citer leurs mots, ils sont assez durs. Les écoles doivent prendre conscience du rôle extrêmement néfaste qu'elles jouent sur la santé mentale des jeunes lorsqu'elles exigent des performances plutôt que le développement de leurs compétences et talents. Cette course folle doit cesser afin de développer des relations singulières et bienveillantes avec les élèves en détresse. Alors la pression exercée sur les élèves relève pour partie de pratiques pédagogiques, choisies par les écoles, choisies par des enseignants, mais aussi d'injonctions d'évaluation qui leur sont imposées. C'est évidemment un long débat de fond sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais d'ores et déjà, je voulais vous poser quelques questions sur la veille que peut être l'école sur la santé mentale des jeunes. Est-ce que le corps professoral est correctement informé et outillé pour détecter les signes de détresse qu'un élève manifesterait? Quelles sont les procédures qui sont mises en place par les CPMS? Au niveau... Alors, il n'y a pas que des enseignants dans une école, il y a aussi évidemment des éducateurs. Quelle formation les éducateurs et les éducatrices reçoivent-ils et elles pour détecter ces signes? Est-il prévu que cela fasse partie de la formation initiale des enseignants? Et à l'instar des brevets de premier secours, un brevet premier secours santé mentale ne serait-il pas adéquat? C'est un avis que je peux vous demander. Au niveau des directions, est-ce que les directions reçoivent la liste de l'ensemble des intervenants qui peuvent être contactés pour investiguer, prendre en charge, le cas échéant, la détresse du jeune? Et puis, quelles sont les possibilités pour les écoles de faire appel à des professionnels pour intervenir dans les classes et permettre de libérer la parole sur le sujet de la santé mentale en général, puisqu'en fait, ce qui est aussi remonté, c'est le tabou général, en fait, de parler de santé mentale dans notre société. Je vous remercie par avance pour vos réponses. Merci. Certains d'entre nous ont assisté il y a 2 semaines à la projection du film Tout va s'arranger ou pas, film extrêmement interpellant dans plein de domaines et qui permet de prendre conscience de la gravité de la situation, à la fois parce qu'on entend des cas concrets, on voit des personnes s'exprimer, des jeunes victimes, entre guillemets, s'exprimer, et on entend aussi quelques éléments d'information, comme par exemple, et c'est très interpellant aussi, quand on sait que 25 000 étudiants jeunes ont été interrogés en février-mars 21, 50% d'entre eux, à l'époque, faisaient état
d'anxiété, 55% d'états de type dépressif, et en fait seulement 20% d'entre eux disaient n'avoir aucun problème. Donc ça en soi, c'est aussi un autre élément fortement interpellant. Alors effectivement, quand on a pu rencontrer les jeunes, 3 jeunes qui interviennent dans le film, on a pu aussi rencontrer un professeur spécialiste de la psychologie émotive qui intervenait également dans le film, et d'ailleurs l'auteur du film lui-même. Et c'est vrai que ce qui était interpellant, c'est qu'il mettait le rôle de l'école, il mettait en avant le rôle de l'école qui pourrait jouer un rôle important dans le stress, dans la pression qu'ils subissaient, et donc dans le fait que leur santé mentale est mise en difficulté. Je voudrais quand même élément positif que j'ai pu demander, j'ai eu l'occasion de dire aux jeunes, mais ce serait quoi pour vous l'école idéale? Alors ils ont parlé effectivement de moins de pression, de moins de compétition. C'est intéressant, ça doit être pris en compte, mais j'ai noté avec intérêt que il disait aussi, il ne mettait pas du tout en question les apprentissages et l'objectif des apprentissages. Parfois, on entend certains dire oui, mais l'école, ça doit juste être un lieu d'échange, etc. Les apprentissages, c'est pas important, mais c'est pas du tout ce qu'ils disaient en fait, les jeunes. Donc, voilà, ça, je voulais quand même le relever. C'est un point important. Mais plus spécialement pour notre commission, ça c'est plutôt l'auteur du film qui le disait, nous ne disposons pas de données suffisantes, disait-il, pour par exemple mesurer la question des décrochages scolaires, pour savoir quels sont les jeunes qui sont complètement hors système, sur lesquels on a plus de prise et qui sont parfois en grande difficulté. Donc une question importante que je voudrais vous poser, Madame la Ministre, c'est dans quelle mesure est-ce que vous pouvez répondre à cette demande d'avoir plus d'informations sur les décrochages scolaires de manière à pouvoir agir. Le professeur Luminet disait également que ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire, il a dit, il y a des gens qui vont bien maintenant, donc qui ne sont pas dans une situation de santé mentale déficiente, mais dont on a un certain nombre de signes, quand on est en tout cas plus ou moins spécialiste, qui montrent qu'ils sont un peu à la limite et que donc ces gens-là, on va éviter les graves problèmes si on agit maintenant. Je voudrais par ailleurs, comme l'ont fait les collègues, revenir sur le documentaire particulièrement émouvant, bien fait, que nous avons pu voir il y a 15 jours sur la santé mentale des jeunes. Il convient notamment d'agir en prévention primaire sur la question de la santé mentale. J'aimerais à ce sujet mentionner l'intervention du professeur Luminet. Je cite, « La priorité, c'est aussi d'investir dans la prévention primaire, c'est-à-dire d'agir sur les jeunes qui vont bien aujourd'hui, former en particulier les enseignants à détecter les signes de détresse et faire entrer dans l'école des professionnels de la santé mentale qui peuvent aider à libérer la parole. » Le professeur Luminet soulignait aussi le besoin d'indicateurs permettant d'objectiver les besoins et la situation. Et à cet égard, j'aimerais rappeler la mise en place de l'Observatoire du climat scolaire, au sein duquel des indicateurs seront construits et leur évolution suivie, afin de développer un dispositif d'observation continue de la santé mentale pour constituer un véritable baromètre de la santé mentale des jeunes, comme cela était recommandé dans le cadre au terme des auditions sur la santé mentale des jeunes. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour vos questions et interpellations sur évidemment cette thématique importante et qui nous tient à cœur à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par les questions qui m'ont été posées plutôt par Madame Borsu sur les indicateurs. Donc, à ce jour, comme je pense vous le savez, parce qu'on a déjà discuté ici, l'administration ne dispose pas encore d'indicateurs qui soient liés directement au bien-être des élèves francophones, puisque, comme vous le savez, une enquête fondée sur une modélisation multidimensionnelle du bien-être et du climat scolaire a été menée en collaboration avec l'Université de Liège et l'UC Louvain. Et cette enquête, plus exactement, a permis de récolter des données relatives à de nombreux aspects tels que l'environnement relationnel, l'environnement normatif, l'environnement pédagogique, l'environnement physique ou encore l'affiliation perçue. Et justement, cette enquête systémique, elle vise à construire des indicateurs de bien-être et de climat scolaire à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, conformément à l'annexe qui est reprise dans le Code de l'enseignement. Les résultats seront ensuite intégrés au rapport annuel d'évaluation des OAS, donc les objectifs d'amélioration du système éducatif, qui devrait donc être remis au Parlement au début de l'année prochaine.
En outre, donc, pour vous résumer, tout le travail était à faire et comme on a des écoles qui, dans le cadre de leur plan de pilotage, se sont fixés des objectifs d'amélioration du bien-être, effectivement, on doit pouvoir mesurer la progression, donc tout ça est en cours. Pour ce qui concerne l'Observatoire du climat scolaire, dans un premier temps, il va bien sûr s'atteler plus spécifiquement à la thématique du harcèlement, mais celle-ci étant liée à d'autres composantes qui participent du climat d'une école, il pourrait évidemment être envisagé dans les prochaines années de travailler sur des sujets connexes et reliés tels que la santé mentale. Au niveau de la formation professionnelle continue, le sujet de la santé mentale est bien repris parmi les thèmes et les orientations prioritaires fixées par le gouvernement et l'analyse des besoins réalisés par le Conseil de la formation professionnelle continue en vue de la construction de l'offre de formation pour la période qui va de 2023 à 2029 a bien tenu compte de la dimension santé mentale chez les jeunes. Donc c'est bien une thématique prioritaire. C'est ainsi que l'IFPC propose cette année 2 formations qui sont destinées à la fois aux membres du personnel de l'enseignement et aux agents des PMS. Quant au pouvoir organisateur, les programmes de leur fédération de PO comprennent également des modules sur cette thématique. Concernant plus spécifiquement les éducateurs et éducatrices, leur formation de base développe notamment des compétences relationnelles en vue d'établir des relations avec les personnes en difficulté, ainsi que la capacité à formaliser les situations vécues et les actions éducatives pour y réfléchir avec un sens critique. Ce personnel, dont évidemment on doit souligner ici à quel point l'action est précieuse, ce personnel donc est amené à s'approprier des outils d'analyse pour comprendre les réalités rencontrées, construire des interventions et les évaluer en vue de les réajuster en permanence. Les éducateurs et éducatrices sont donc pleinement à même de concourir au mieux-être des élèves. Par ailleurs, chaque établissement scolaire est dans l'obligation, comme vous le savez, de collaborer avec un centre psychomédico-social dont les membres des équipes, à travers leur formation initiale, sont déjà sensibilisés, voire outillés dans le domaine de la santé mentale des jeunes. Ils constituent ainsi un soutien privilégié pour les élèves, mais aussi pour les équipes éducatives qu'ils accompagnent tant dans les demandes individuelles que dans des activités collectives, à travers, par exemple, la création d'espaces de parole et ou le développement de la paire aidance. Les CPMS s'inscrivent dans un réseau local de partenaires et peuvent ainsi créer le lien, si nécessaire, avec l'équipe éducative et ou avec les élèves et leurs familles qui peuvent y faire appel. À la suite d'une collaboration établie avec le ministre fédéral de la Santé, Frank Van Den Broek, une articulation avec les psychologues de première ligne conventionnés avec les réseaux de santé mentale a pu se fluidifier. Ça a donc ouvert encore davantage le champ des interventions possibles adaptées aux besoins des élèves. À ce jour, une évaluation cadrée de cette collaboration libre, je le rappelle, n'a pas eu lieu, mais l'appréciation du cabinet de mon collègue croise en fait nos propres retours qui constatent évidemment des pratiques assez inégales sur le terrain, à travers des formes différentes de coopération en fonction du lieu, du PO, etc. Mais des expériences concluantes et riches ont pu voir le jour et conduisent aujourd'hui à une complémentarité qui est tout à fait bénéfique pour les élèves. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec mesdames les ministres Linard et Berthiaud, et aux côtés de nombreux collègues fédéraux, régionaux, wallons, flamands et germanophones, je souhaite signer un protocole d'accord relatif à une meilleure prise en charge de ce qu'on a appelé les jeunes à la croisée des secteurs. Ce protocole visera à soutenir des interventions coordonnées entre différents secteurs au bénéfice des jeunes enfants et adolescents extrêmement vulnérables. Les administrations et OIP seront ainsi amenées à s'engager à coopérer entre elles dans le cadre de l'opérationnalisation harmonieuse de cet accord. Je rappelle aussi d'ailleurs que je suis partie prenante du groupe de travail focalisé sur la santé mentale des jeunes qui est organisé par la CIM Jeunesse. Et donc ces multiples actions et engagements concourent de toute évidence au mieux-être de nos élèves, auxquels, je le répète, je suis profondément sensible, mais c'est aussi le cas de tous nos collègues. On est vraiment alertés par la situation comme vous en sortie de Covid. Et je pourrais encore vous détailler la mise en œuvre de tous les éléments structurels à travers le pacte, comme par exemple le décret consacré à l'amélioration du climat scolaire, à la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaire, l'accord de coopération en matière de généralisation de l'EVRAS, qui représente lui aussi une belle avancée, on peut faire des liens, la réforme des rythmes scolaires, la mise en œuvre des pôles territoriaux et bien d'autres encore. Mais je pense que vous les connaissez parfaitement. Je vous remercie.